Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est là pour le premier épisode de Prison Architect. Donc je découvre le jeu. Donc on est parti pour la première saison de Prison Architect. Donc pour le jeu Prison Architect, ça sera des vidéos de 20 minutes avec 2 épisodes par semaine. Voilà, voilà. Donc on est donc parti, on va créer une nouvelle prison, on va prendre une grande, brouillard, forêt, oui, condition chaque nom, fond ennemi. Mais à défaut de respecter le plan de répartition des réfugiés, les communes seront sanctionnées. Montant le double du subside, d'accord, soit un peu plus de 75 € par jour et par vie non attribuée. Mais combien de communes vont être concernées par ces sanctions? Nous avons des chiffres qui montrent que et on est parti. un certain nombre de communes très minoritaires, évidemment, n'ont pas encore réservé de place. Donc, on a nos 2 objets. Donc, on est parti. Donc, je découvre un peu. Donc, on a pris une grande prison. Mode bac à sable pour la première saison, c'est pour apprendre, n'est-ce pas? Donc, je propose déjà de créer qui n'échappe à personne. Aujourd'hui d'ailleurs, la Commission européenne a épinglé notre pays dans juste un rapport autour sur les politiques économiques et sociales des États membres. Pour la on crée Commission, des pièces. la Belgique souffre de ses embouteillages, les pires d'Europe en termes de temps perdu et de retard. La Belgique qui n'investit pas suffisamment dans les infrastructures routières et l'entretien du réseau, toujours selon la Commission. Il faut une porte, c'est vrai. Qui a peut-être Alors, où été ça édité se par le trouve ministre de la les Mobilité des portes? entités fédérales et régionales, et je réunis aujourd'hui à Bruxelles. À l'ordre du jour, le RER, le Ici. réseau express Où seront régional, face les une pièce portes? maîtresse pour la mobilité Juste des là, électeurs. Rachel. une porte. Voilà. Ça n'était plus arrivé depuis 2003. La grande famille de la mobilité Donc, au chevet d'un travailler. RER comateux, proche de tomber Du aux coup, oubliettes de ce qu'on l'histoire. peut faire, Un vrai scénario catastrophe pour les régions. comme là c'est les trucs de livraison et déchets, on va faire, j'analyse un peu la carte. Si on veut avoir moins de voitures à Bruxelles pour améliorer la qualité de vie bruxellois, pour améliorer la qualité de l'air de bruxellois, on doit avoir Faire l'entrée ici, par crédible. exemple. Et la seule alternative crédible qu'on peut imaginer, c'est Pourquoi il me... qui existe réellement. Mais pour comprends pas réaliser ça. le projet RER, il y a du boulot. Encore 910 millions pour achever 2 lignes à 4 voies et aménager les gares. La région wallonne, on le sait, est disposée à mettre la main à la poche, mais attend de pied ferme des efforts du fédéral. La ministre Galland nous a promis de revenir d'ici quelques semaines avec des propositions. Je pense que le mérite de cette crise, à la fois les tunnels bruxellois, à la fois ce qui s'est passé ici avec le RER, c'est de nous avoir remis autour de la table. Ça fait 1 an et demi que je demande que ces réunions puissent se tenir. Aujourd'hui, on y est. Ce que je trouve dommage, c'est que pour des dossiers aussi importants, pour des chantiers Ah aussi non, importants, il n'y ait pas un dit. porteur de projet, un peu comme dans les entreprises privées, qui puisse vraiment suivre le projet de A à Z C'est en vraiment parfaite comme ça. coordination entre la SNCD et un Si, travail. où c'est Donc maintenant, j'espère encore... vraiment que tout le monde est remis sur les rails et que le dossier va avancer positivement. Les ministres de la mobilité ont en tout cas convenu de se voir tous les 3 mois pour surveiller au plus près l'avancement du dossier RER, véritable monstre du Loch dont tout le monde C'est parle. Alice, c'est où? Truc. Et parlons encore mobilité avec cet exercice catastrophe organisé cette nuit dans le tunnel ferroviaire Schumann-Josaphat à Ah Bruxelles. ouais, c'est ça, pour Un qu'il y ait exercice routier. pour tester les systèmes On va de mettre sécurité, les procédures juste d'évacuation là. d'un train en cas de problème. Et À la un manœuvre infrabel et sur le terrain, près de 300 personnes, dont 150 figurants. ici. 2010. Hop. Schumann, au pied Du de la coup, comme Commission ça. européenne, une alerte incendie a été déclenchée dans le tout nouveau tunnel Juste ici. ferroviaire. Un train est en feu. Une centaine de pompiers, d'ambulanciers et de policiers arrivent sur place, alors que dans le tunnel, les passagers du train, un peu hagards, sortent seuls des wagons, sont évacués. Heureusement, il ne s'agit que d'un exercice catastrophique. Simulation. C'est un exercice exceptionnel de par son ampleur hier. Il faut savoir qu'il existe des exercices de cette nature qui sont purement théoriques. Des épisodes Il y a de... des exercices avec un déploiement pratique sur le terrain. Hier, plus de 300 personnes mobilisées, on avait C'est pas 150 possible, ça. figurants et une centaine d'intervenants des services de secours, plus les observateurs, ça fait 300 personnes mobilisées. Et pendant 2 heures, on a vraiment Oui, pu mais mettre à l'épreuve reclassement, ok. tous les dispositifs de sécurité du tunnel et la coordination de Une ces guérille, différents dans intervenants de crise. matériel. Cet exercice s'est déroulé dans le cadre de l'homologation de ce tout nouveau tunnel Schumann-Josaphat. Un exercice grandeur nature qui est obligatoire en Europe.
Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur l'exercice de cette nuit. Dans l'ensemble, il semble s'être bien déroulé. Il faut dire que les pompiers connaissent déjà très bien ce tunnel, puisqu'ils ont eu l'occasion de s'y rendre à plusieurs reprises pendant les travaux. L'exercice est terminé vers 3h du matin. Faut blessés évacués et incendie. Alors après la saga des tunnels routiers qui tombent en ruine, les difficultés à mettre en œuvre le RER, on vient de le voir, la mise en service de ce tunnel sur Josaphat, c'est a priori une bonne nouvelle. Mur en béton, clôture. Voilà. Ce chaînon est-il si important? Pour comprendre, regardons tout de suite cette carte. Le tunnel relie en fait la gare ferroviaire de Schumann à celle de Mézère à Scarbeck, qui se trouve sur le ligne Wallon vers l'aéroport de Bruxelles National. Alors depuis le quartier bien pour l'instant, il faut changer de train bruxellois dont le parcours est de 32 minutes. Une fois que le tunnel sera mis en service, début avril, une liaison directe sera possible en 13 minutes à pied. Donc c'est surtout un avantage pour les Bruxellois finalement. Eh bien pas seulement, un train par heure venant de Namur, d'Ottigny empruntera le tunnel vers l'aéroport, même fréquence pour un train venant de Charleroi, des trains directs pour ces deux grandes personnel va augmenter. C'est plus facile, surtout avec des bagages. Mais attention, regardez, c'est un parcours, vous risquez d'être déçu. De Namur, on met pour l'instant 1h21 pour rejoindre l'aéroport. On mettra en avril, une fois que le tunnel sera en service, 1h15. On va donc gagner 6 petites minutes. Voilà. Mais attention, de Charleroi... Donc les ouvriers, c'est fait. On va s'arrêter à toutes les gares, et donc on va passer d'1h23 à 1h36. Vous voyez, On va mettre on va perdre en 13 minutes, place. c'est à peine pensable. Alors comment expliquer cet investissement de 365 millions d'euros pour des avantages somme toute assez réduits? Alors un tunnel c'est bien, mais évidemment la SNCB doit encore adapter son offre de train dans les années qui viennent. C'est ici deux bâtiments. Que ce tunnel permettra aussi de Totalement. dévier une partie du trafic à l'est de Bruxelles sans plus passer par cette fameuse jonction constamment saturée. Donc ce tunnel pourra permettre de diminuer les retards, voire d'augmenter l'offre de train. Bref, l'outil est important, mais tout dépend maintenant de voir comment la SNCB va réellement l'utiliser. Merci Nathalie pour toutes ces précisions concernant l'inauguration de ce tunnel qui aura donc lieu le 4 avril. Gros plan présent sur une pratique interpellante et qui prend de l'ampleur sur Internet. Des sites mettent en relation des jeunes femmes appelées Sugar Babies et des hommes fortunés, souvent plus âgés, surnommés eux Sugar Daddies ou Papa Gâteau. Alors le principe est de permettre à ces jeunes femmes, dont de nombreuses étudiantes, de négocier les termes d'une relation platonique ou non. En Belgique, elles seraient déjà plus de 6 000 à s'être inscrites sur la plateforme la plus connue. Il faut quelque chose à boire, petite biche. Décryptage avec ça. Il se présente comme de simples sites de rencontres mettant en relation des profils particuliers. Les sugar daddies, des hommes ayant réussi leur vie mais souffrant de solitude et cherchant de la compagnie. Les sugar babies, des femmes lassées, des hommes jeunes et sans ambition. Une façon très élégante de désigner en fait des hommes riches sur le site, à la recherche de jolies jeunes femmes ayant besoin d'aide matérielle ou financière. Et face à l'anonymat, elle est inscrite sur le site depuis 1 an et demi. Loin des présentations très légères de ce site internet, elle reçoit des messages parfois très explicites. Allez, 30. Je pense que tous, même ceux qui cherchent quelqu'un pour passer du temps, qui se sentent seuls, je pense qu'à la fin, ils veulent quand même qu'il y ait une relation plus poussée que juste se rencontrer. Et mettre les barrières. Comme 40% des sugar babies inscrites sur ce site en Belgique. Elle peut payer son loyer et ses études, mais en fixant ce qu'elle appelle des arrangements avec des sugar daddies, elle peut se permettre quelques extraits. Moi, elle me donne 250, 300 euros. Mettre en accéléré. Et là, de dire non, tu me donnes telle somme, c'est vraiment, je prends ce qu'il m'offre. Enfin, après, moi, je le fais comme ça parce que j'aime pas que ça soit tarif selon mes besoins. On le comprend, les limites sont parfois très floues entre rencontres intéressées et prostitution. Elle va rencontrer 4 hommes en 1 an et demi. Elle envoie un régulièrement, un chef d'entreprise de 50 ans. Je peux le voir 2-3 fois dans la semaine. Ça arrange sur le jour et puis on se rencontre à l'hôtel ou souvent c'est à l'hôtel. À ce rythme-là, Eva reçoit minimum 900 euros par mois de son sugar daddy, mais elle n'a pas l'impression de vendre son corps pour de l'argent. On peut très bien passer un moment ensemble, c'est souvent ça.
Et si ça doit déboucher sur plus, c'est en fonction de si moi je suis intéressée. Enfin, j'ai mon mot à dire, c'est pas parce qu'il va me proposer une somme que je vais accepter de coucher avec la personne. Pour ma part, c'est pas de l'escorte ou de la compétition. Mais pour les spécialistes, ces sites internet ne font que jouer sur les mots. Si aucun d'eux n'est Là, dans ça une va être relation bon. sexuelle, elles sont largement sous-entendues. La prostitution a de multiples visages et certains, malheureusement, sont plus insidieux, plus cachés. Et je pense que dans ce cas-là, c'est exactement ce qui se passe. Et ça peut mener d'une prostitution invisible, indirecte, hypocrite, à quelque chose qui va être un engrenage et qui va finir par être quelque chose qu'on n'a pas du tout choisi. Ces sites internet rencontrent pourtant de plus en plus de succès. Arrivée en Belgique il y a 2 ans, la plateforme américaine Seeking Arrangement compte aujourd'hui plus de 19 000 membres. Parmi eux, 16 000 sugar babies, 3 000 sugar daddies et aussi quelques 450 sugar mummies. Et selon le site américain, à la communication bien rodée, c'est rendre un échange que de bons procédés. Les arrangements sont une façon très directe d'envisager les relations. Les sugar daddies, mummies ou babies sont très honnêtes sur ce qu'ils cherchent chez un partenaire. Ça peut concerner le type de relation qu'ils vont avoir, combien de temps Ils sont elle va durer, occupés la fréquence à laquelle ils se voient, terminer. et même comment chaque personne se comporte. Mais d'après la porte-parole, certains détails comme la vie sexuelle sont comme par hasard non négociables. Les personnes qui recherchent du sexe sur le site ne respectent pas nos conditions d'utilisation. Des conditions d'utilisation régulièrement enfreintes si l'on en croit certains messages reçus par Eva. Souvent, on te demande combien tu veux pour une nuit. Voilà. Il y en a qui sont très explicites aussi, qui te demandent ce que tu fais pour cette somme. Il y a donc un fossé entre le discours des créateurs et la réalité des utilisateurs. Notons aussi que c'est un énorme business. Grâce à ses abonnés dans le monde, ce site a engrangé entre 30 et 40 millions de dollars l'an dernier. Dans la suite de ce journal, le on nom va et le laisser visage travailler. du nouveau président Du de coup, la on FIFA, va c'est commencer Gianni l'entrée. Infantino, qui a été élu à la tête de la Fédération internationale de football. Nous serons en direct de Zurich avec Thierry Luters. Acheter des lunettes sur Internet est une bonne idée. Ces lunettes sont souvent moins chères. Nous avons voulu savoir si elles étaient de qualité. Et puis découvrir Salvador Dali comme vous ne l'avez jamais vu. C'est le défi des organisateurs d'une grande exposition consacrée au peintre espagnol à Liège. Nous y rejoindrons Benjamin Garry. Mais tout d'abord, un mot de l'actualité judiciaire en Belgique. La banque suisse UBS est officiellement inculpée par la justice belge et en particulier par le juge d'instruction Michel Claes. UBS est poursuivi pour blanchiment et fraude fiscale. La banque est grâce à ça, on va pouvoir proposer des constructions d'évasion fiscale. Il serait question de plusieurs milliards d'euros. Et puis, autre type de criminalité, celle qui est directement liée à l'avènement des nouvelles technologies, je veux parler de la cybercriminalité. Aujourd'hui, une entreprise sur 2 en Belgique a déjà été victime d'une attaque de ce genre. Des entreprises, petites ou grandes, comme nous allons voir dans ce reportage de Natacha Mann et Jean-François Nouret. Une pharmacie fermée exceptionnellement après avoir été victime de pirates informatiques. Hier, le pharmacien constate que des fichiers ne sont plus accessibles dans son ordinateur. À l'origine, un email reçu qui contenait un virus. Et un message qui est apparu donc, en anglais, signalant qu'ils pourraient nous aider, ils n'ont défini bien évidemment, pourraient nous aider à résoudre le problème. Nous devons donc nous loguer sur un site pour pouvoir donc avoir accès à une solution à notre problème de virus. Ils réclament donc une rançon, on n'appelle pas rançon, mais ils appellent prestation technique, pour retransformer soi-disant nos fichiers en fichiers originaux. La pratique est bien connue et dans un cas comme celui de ce pharmacien, la somme demandée par les escrocs s'élève à 4 000 €, mais en payant la rançon, récupère-t-on pour autant les documents perdus? La rançon, il faut la payer, on ne récupère rien du tout. C'est vraiment du hacking, donc c'est vraiment de l'argent donné qui est perdu en fait. Il n'y a aucun moyen pour le moment, nous qu'on connaît, pour décrypter. Et les victimes de cette arnaque sont nombreuses. À l'origine, un email envoyé soi-disant au nom de l'UCN, l'Union des classes moyennes, bien au courant, a d'ailleurs porté dès qu'on a une pièce ici, internet pour empêcher d'autres personnes d'ouvrir le mail dangereux. Il est parti au départ d'Allemagne, donc ça on a pu l'établir avec la Computer Crime Unit et Interpol, mais aujourd'hui il circule d'ordinateur à ordinateur par des moyens souterrains, donc on ne sait pas aujourd'hui arrêter cette diffusion du virus, donc ce qu'on peut faire c'est mettre en garde de façon très ferme. Que ce soit à la suite d'un email ou d'une autre manière, les entreprises sont de plus en plus victimes de cybercriminalité.
Une enquête récente estime à 52% la proportion d'entreprises touchées par cette attaque informatique. C'est 2 fois plus que la moyenne mondiale. Les dégâts sont considérables mais difficiles à chiffrer. Les entreprises victimes sont rarement fières de communiquer sur ces fraudes. Le 10 janvier, la banque belge Crélan a malgré tout reconnu avoir perdu 70 millions d'euros. Un escroc s'était fait passer pour un directeur et avait ordonné des versements importants à l'étranger. Football, c'est le moment de tourner la page, de mettre un terme à une année de crise ponctuée par une série de scandales. C'est aujourd'hui qu'a été désigné le nouveau patron de la FIFA, la Fédération internationale de football. Tout de suite, le portrait de l'heureux élu avec Kevin Papel. Nombre total de votes valables recueillis par Gianni, 115. Voici le nouveau patron du ballon rond, Gianni Infantino, est le nouveau président de la FIFA. Le Suisse d'origine italienne était l'un des favoris. Il a devancé le cheikh Salman au 2e tour du scrutin. 115 voix pour là, on va faire un couloir. 45 ans, Gianni Infantino Je vais voir un peu les pièces. à la tête de la plus grande fédération sportive de la Là, on va faire une Ce petite juriste de émission. formation parle 5 langues et occupait le poste de secrétaire général de l'UEFA depuis 2009. C'est un proche de Michel Platini, un homme de l'ombre, propulsé candidat suite au scandale de corruption qui a secoué la FIFA. Rappelez-vous, l'an dernier, le FIFA Gate éclate. Le FBI enquête, inculpe et perquisitionne. Plusieurs têtes tombent jusqu'au sommet de la fédération. Blatter et Platini sont mis hors jeu. Un versement controversé d'1,8 million d'euros entraîne leur chute. Les grands patrons du football mondial sont suspendus. Une suspension de 8 ans ramenée à 6 ans cette semaine. Infantino succède donc à Blatter qui a régné durant 17 ans sur la planète football. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle ère. C'est le moment, mesdames et messieurs, de revenir au football. La FIFA a passé des moments tristes, des moments durs, des moments de crise. Mais c'est fini. C'est fini maintenant. On doit aller de l'avant. On doit appliquer les réformes, bien sûr. On doit appliquer la bonne gouvernance et la transparence. De fameux défis qui attendent Gianni Infantino, le nouveau patron Un de la bureau. FIFA, doit maintenant faire oublier Blatter et les affaires. Cette élection s'est déroulée à Zurich, en Suisse. C'est là que nous rejoignons tout de suite Thierry Luters. Alors Thierry, est-ce que Gianni Infantino aura les épaules assez larges pour redorer l'image de la FIFA? Bonsoir, on a envie de dire oui, c'est un homme neuf, il n'a que 45 ans, on l'a dit dans le sujet, mais il a une grosse expérience au sein de l'UEFA. Il ne vient pas strictement parler des arcanes de la FIFA, il est donc tout indiqué en principe pour mener à bien cette nouvelle politique de gouvernance, de cohérence, de transparence pour la grande fédération ici à Zurich. Il a, on l'a dit, beaucoup de charisme, il a aussi été chercher des voix en Afrique et en Asie, ça devait être un homme de consensus, mais ce matin, avant l'élection présidentielle, eh bien, l'Assemblée générale, le congrès extraordinaire a aussi voté toute une série de réformes structurelles qui devraient en principe changer la culture d'entreprise. Alors les méchants blancs diront on ne pourra pas tomber plus bas du côté de la FIFA après tout ce qui s'est passé ces derniers mois. On peut donc remonter la pente. On verra évidemment si le président aura les épaules pour mener à bien sa politique. Et une dernière chose qui va vous faire plaisir, il est question aussi de donner davantage de place aux femmes dans les structures, dans les commissions et de renforcer encore le rôle du football féminin. Merci Thierry pour ce direct de Zurich en Suisse. Et puis dans l'actualité internationale, c'est une journée d'élection qui se clôture en Iran. Les Iraniens étaient invités ce vendredi à renouveler le Parlement. Ils devaient aussi renouveler l'Assemblée des experts chargée notamment de désigner le futur guide de la révolution. Une double élection qui fait figure de test pour le président iranien et sa politique d'ouverture. Nora Khalifi. Défi interminable, séparer les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, ou mixte, comme dans ce bureau de vote de Téhéran. Partout dans le pays, les électeurs se sont mobilisés en nombre. Les bureaux ont même dû rester ouverts 3 heures supplémentaires. Preuve s'il en faut que l'avenir du pays se joue dans ces urnes. Si les réformateurs l'emportent, l'Iran poursuivra son ouverture sur le monde, ce que semblent vouloir ses électeurs. On ne peut pas être indifférent. Je vote pour le futur de notre pays et pour plus de prospérité. Les gens ont vraiment besoin d'un travail. Le Oui, chômage est très important. Je le ressens, je le vois. Réformer le marché du travail, c'est entre autres ce que désire le président Hassan Rouhani. Pour y parvenir, il a besoin d'un parlement De modéré. base de sécurité, Environ plus 290 sécurité, députés siègent pour une période de 4 ans. Jusqu'ici, l'hémicycle était aux mains des conservateurs.
Je n'ai aucun doute que la nation iranienne, comme toujours, créera les conditions d'un nouveau tournant dans cette période importante. Une élection cruciale à plus d'un titre. Dans ces urnes, les Iraniens renouvellent aussi une deuxième assemblée de 88 experts élus pour 8 ans. Ce sont eux qui désignent le guide suprême et qui auront sans doute la tâche de trouver un remplaçant à Ali Khamenei âgé de 76 ans. En Iran, c'est lui qui détient le pouvoir, une ligne dure hostile au retour de l'Iran sur la scène internationale. Tout le monde doit voter. Tous ceux qui aiment l'Iran, la République islamique, la grandeur et la gloire de l'Iran doivent participer. Ah ben voilà, à donc ces élections. je vais sauvegarder Conservateur ou réformateur, de quel côté penchera la balance? Les premiers résultats partiels ne sont pas attendus avant demain soir. Retour à l'actualité en Belgique avec ce procès aux assises de Liège. Rita Monquinet poursuivie pour Et l'assassinat nous, de ses 2 on enfants se retrouve handicapés pour à un Montréal. prochain épisode dans la semaine. Bye bye tout le monde. Merci d'avoir retenu. Bye.